Péronne occupée est une ville de l'arrière où les Allemands séjournent et se détendent quand ils ne sont pas sur le front, au combat, dans les tranchées. C'est ici qu'ils correspondent avec leurs familles, à l'aide de cartes postales principalement. Ces cartes postales proviennent en tout premier lieu des réserves des magasins et photographes, pillés et aussi désertés de leurs occupants. Édouard Souillard, qui a quitté la ville, en sera la première victime. Les stocks épuisés, les occupants en publieront eux-mêmes d'innombrables, en utilisant parfois les clichés existants. Ansicht von Péronne. Péronne, Haute-Platte, janvier 1915. Les Allemands sont sévères, pointilleux. Ils font savoir qu'ils sont les maîtres. Il est recommandé, sous peine d'amende, de saluer réglementairement un officier allemand ou un enterrement. En même temps que la soldatesque prend ses aises, achevant la complète dévastation des maisons qu'elle occupe, brûlant les portes et les fenêtres, les escaliers, les planchers et jusqu'aux chevrons, la population civile se voit réduite en esclavage. Les Allemands exigent que tous les habitants travaillent pour eux et qu'aucun homme valide ne reste oisif. Dans les campagnes, tous les hommes, femmes et jeunes filles conservés sur le front sont aux travaux forcés, à peine rétribués de quelques sous par jour. Fassol. Semaine du 15 au 21 janvier 1915. Série d'arrestations. C'est une semaine fertile en incidents, où la police allemande arrête et séquestre les gens à tort et à travers. Monsieur Léon Quentin, pharmacien, est la première victime. Manquant de papier d'emballage, il pense en trouver à l'imprimerie, fermée depuis l'arrestation de son frère, monsieur Eugène Quentin. Muni de la clé, il entre tranquillement par l'une des portes et se trouve en présence d'un des sous-officiers, logé là-dedans, qui l'arrête et le conduit à la commandanture, où il est séquestré 3 heures, interrogé et soupçonné d'espionnage et de complicité. Enfin, ayant pu se disculper, on le remet en liberté, mais on lui prend la clé de l'imprimerie qu'il possédait. Fassol. Messieurs Babar et Caille ont leur tour. Après plusieurs jours de séquestrations au secret et d'interrogatoires, ils sont comme monsieur Eugène Quentin, déportés à Saint-Quentin. Mais les Allemands ont la hantise de l'espionnage poussé à l'absurde. Ils arrêtent un matin vers 7h moins le quart un petit bonhomme de 11 ans. C'est l'enfant de cœur, qui vient servir la messe de monsieur le curé, et il faut que ce dernier se démarche pour qu'on le rende à sa famille. Fassol. Le collège est utilisé par les Allemands comme prison. Il n'y a pas de lit. Les prisonniers dorment sur la paille. Il y fait très froid, surtout en cette saison, et la nourriture est très sommaire. C'est pendant cette période de renforcement de sévices qu'arrive à Péronne une colonne de jeunes gens venant de Lequesnoy et environ, au nombre de 196. On les enferme au collège avec les autres, et c'est grâce aux quelques quignons de pain qu'ils ont dans leur musette que nos pauvres prisonniers de la région ne meurent pas de faim. Fassol. Ce que l'on croit savoir des événements de la guerre vers la fin du mois de janvier 1915. Cette mauvaise nouvelle d'un échec de nos troupes à Soissons est fort discutée, et met aux prises les optimistes et les pessimistes.
Ces derniers sont ceux qui se laissent influencer par ce que raconte la Gazette des Ardennes, journal rédigé en français, mais confectionné par les Allemands, ce qui nous est d'autant plus suspect que nous l'avons déjà pris plusieurs fois en flagrant délit de mensonge. Les optimistes se rejettent en bloc toutes les nouvelles de sources allemandes, mais ils s'exorcent de lire entre les lignes ce que l'ennemi veut leur cacher. C'est devenu un sport entre personnalités marquantes que de percer le mystère de ce qui se passe au-delà du secteur où nous sommes enfermés. Fassol. Cantonnés à Péronne, les soldats bavarois font éditer des cartes postales aux couleurs bleues et blanches du drapeau de Bavière. Dès le vendredi 5 février, on est fixé. On attend le roi de Bavière. La commandanture a donné l'ordre à la municipalité de faire nettoyer la ville comme pour Poincaré. Les deux gares et la voie ferrée sont gardées militairement. On répand du sable sur la place et nos drapeaux, réduits aux seules couleurs bleues et blanches, réapparaissent aux fenêtres des maisons occupées. La gare de Flamécourt est particulièrement décorée. Il y a des guirlandes de verdure chez Recoupé, Vanègre, Gamay, etc. Samedi matin, 6000 hommes de troupes envahissent la ville et s'échelonnent sur tout le parcours, formant une haie jusqu'à la Chapelette. Louis III arrive à 9h15. C'est un vieillard de 70 ans, à la figure écarlate, encadré d'un collier de barbe blanche. Lui et sa suite remplissent très auto. Fassol. Les Bavarois ont fêté royalement cet événement en faisant imprimer de nombreuses cartes postales. Quel beau poste d'observation que le sommet de la tour Saint-Jean. Après le défilé, le roi de Bavière a la fantaisie de visiter l'église, où il trouve l'archiprêtre Caron en pantoufles, occupé à placer les annonces. L'archiprêtre le guide, s'arrête devant les reliques de Saint-Furcy, puis commente les œuvres d'art, voûtes et vitraux. Chemin faisant, il dit à notre curé: « J'ai remarqué que la ville a beaucoup souffert de la guerre. Je vois avec plaisir que votre belle église a été épargnée. » Monsieur l'archiprêtre ne perd pas la carte et se hâte de lui signaler le danger que fait courir à l'édifice l'installation d'une mitrailleuse en haut de la tour. Sa Majesté, très catholique, n'est pas sans savoir que la soi-disant présence d'un poste d'observation en haut des tours est l'unique excuse invoquée pour justifier le bombardement de la cathédrale de Reims. Mais Louis III ne paraît pas comprendre sur l'instant. Fassol. La mitrailleuse installée au sommet du clocher sera redescendue après la visite du roi de Bavière à l'église, mais remontée immédiatement après son départ de la ville. Ici, en haut de la tour Saint-Jean, observateurs et mitrailleurs surveillent l'arrivée d'aéroplanes. Péronne, Nord-Frankreich, 9 mai 1915. Cher Albert, Frida et cher beau-père, recevez mes salutations amicales. Ludwig.
Mars 1915. La fin de l'hiver est dure à passer pour les malheureux et ils sont légion. Dure surtout pour les évacués des villages du front, arrachés à leurs maisons en costume d'été et qui grelottent devant leur foyer sans feu. Il n'y a plus de charbon, ni de coke pour les civils. Tout est réquisitionné par l'ennemi. Et l'on voit chaque jour des gens s'en aller qui avec une scie, qui avec une serpe, rapportant un fagot de bois vert, qui leur donnera plus de fumée que de chaleur. D'autres, moins délicats, font ce qu'on reproche aux Allemands de faire. Ils brûlent tout ce qui leur tombe sous la main dans des locaux mis à leur disposition. Pour se procurer la nourriture quotidienne, toute fierté, tout respect humain sont bannis. On voit des personnes, autrefois aisées, faire n'importe quoi, accepter de rudes ou basses besognes, pourvu qu'il en résulte un supplément de vivres, ou quelques rétributions qui permettent de faire bouillir la marmite. Et puis, il y a toujours les débrouillards qui vivent aux dépens du voisin et ne se gênent pas pour chaparder. D'autres, hélas, font bien pis. Ils aident l'ennemi, trahissent leurs compatriotes, dénoncent leur cachette. Des femmes, des filles poussées par le vice ou la misère se prostituent et se font entretenir par les Allemands. À celles-là, tous les jours plus nombreuses, il ne manque rien. Leurs amants leur fournissent des petits pains au lait, du charbon, et leur font cadeau de robes et de fourrures qui ne leur coûtent pas cher. Et à part le doyen de Péronne, qui du haut de sa chair stigmatise de temps à autre cet abaissement de la moralité, personne ne s'insurge. On dit, c'est la guerre. Que voulez-vous? Mais en regard du mal, il faut bien montrer le bien. Pour quelques brebis galeuses, pour quelques lâches égoïstes qui désertent le devoir, la grande majorité de la population montre une résignation et une endurance remarquables. Et dans toutes les classes de la société, du haut jusqu'en bas de l'échelle, on s'entraide comme des frères. Il y a des maisons dont jamais un malheureux n'est sorti sans avoir reçu de secours. Il y a des bons cœurs qui partagent avec plus pauvres qu'eux le peu qu'ils possèdent. Le malheur a rapproché les gens et révélé des dévouements et des héroïsmes insoupçonnés. Fassol. Les Allemands sont chez eux, dans toute la ville. Sentinelles devant la caserne. Remise de décorations sur la grande place. La relève du poste. Depuis quelque temps, un nouveau spectacle militaire est offert à notre curiosité. 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, a lieu la relève du poste de police, installé à l'hôtel de ville, dans la salle du commissariat. Cela se passe vers 11 heures. La garde montante, précédée d'une musique assourdissante, arrive au pas de parade. Ce sont des vieux de la Landsturm, et ils n'en sont que plus drôles de gambiller ainsi. Cependant, la garde descendante s'est rangée en bel ordre. Il arrive un gros chef qui passe la revue, puis il se fait des chassés-croisés qui n'en finissent pas. Un à un, de chaque groupe se détachent des hommes qui s'avancent l'un vers l'autre, en faisant des acrobaties, volte-face, maniement d'armes, et finalement changent de place de sorte que, lorsque la musique repart, c'est la garde descendante qui la suit, tandis que la relève lui rend les honneurs. Fassol. À quoi peut bien penser cet officier allemand, s'assoupissant quelques instants au Cam, près du Baterdeau de Sainte-Claire? Soldats allemands de faction à la porte de Paris. Cette photographie nous dévoile la pile survivante du démantèlement, le battant de la porte et le mécanisme de l'ancien pont-levis.
Les officiers allemands prennent leurs repas et se réunissent pour la détente et aussi pour des libations dans de vastes logements réquisitionnés qu'ils appellent casinos. Il y a 3 casinos principaux à Péronne, la salle Douchet, pour les officiers supérieurs et l'état-major, l'hôtel Saint-Claude et la maison de M. Hamel en face du château. Cette maison cossue en face du château, occupée par les Allemands, propriété avant-guerre de M. Hamel, est un casino. La photographie est formelle. Elle est intitulée « Officer House, Péronne ». Tous les jours, vers 11 heures, la musique joue devant la maison de M. Douchet. Les caves s'épuisent. Il y a maintenant des officiers qui n'ont plus de vin. Les soldats n'en ont plus jamais. Ils sont obligés de revenir à la bière, dont ils ne voulaient plus entendre parler quand ils sont arrivés. Elle leur est fournie par les brasseries Devos et Payel, qu'ils exploitent eux-mêmes. Abbé Caron. Tout à gauche de l'hôtel de ville, l'hôtel Saint-Claude est un casino réservé pour les officiers supérieurs allemands. En face de la devanture fermée de l'écho Péronnet, la cuisine ambulante des Bavarois enfume la grande place. Derrière cette cantine, les soldats allemands en randonnion, gamelle à la main, patientent et attendent dehors leur tour pour être servis. Est-ce par souci d'hygiène que les chevaux sont recouverts d'une couverture? Ou tout simplement parce qu'il fait froid? Schnell, an der Suppe. Soldats allemands faisant la pause près de la gendarmerie. Soldats allemands à l'heure de la soupe au quartier Saint-Sauveur. Musique militaire allemande se préparant à donner un concert sur la grande place. Les musiciens se rassemblent devant les stores baissés de la maison Larue. À l'heure dite, comme cela se passerait au temps de paix, on voit arriver le groupe de soldats musiciens marchant au pas et en bel ordre. Ils s'arrêtent, forment un grand cercle. L'exécution est excellente et, fait curieux, les morceaux sont ordinairement empruntés à nos compositeurs nationaux. Gounod, Adam, Bizet, Lecoq, Blanquette, etc. Malgré cette concession, au goût français, la seule d'ailleurs, la population proteste par son indifférence. Il n'y a que des Allemands et des Allemandes autour de la musique. Toutes les fenêtres restent vides. Pas seul. Rien qu'un grand cercle de soldats allemands. Par dépit envers les occupants, aucun Péronnet n'assiste au concert.